Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, Fana Lamang est également victime de feux de forêt en raison de la combustion illégale de charbon de bois dans la zone forestière. Les voleurs font de la combustion à l'air, c'est-à-dire qu'ils brûlent rapidement le bois pour produire rapidement du charbon de bois. Pour y remédier, une stratégie conjointe de la société et des responsables gouvernementaux au niveau local a été conçue. Détail avec Fanjasena Mireille sur les images de Yves Janel. La période de sécheresse provoque des feux de forêt et Fana Lamang, une entreprise étatique, en est également victime. Il y a de la combustion illégale de charbon de bois dans la zone forestière. Ces charbonniers volent et en attendant, ils allument le feu pour produire du charbon de bois. Une stratégie spéciale a été conçue par la société en collaboration avec les responsables locaux pour remédier à cette situation. Par ailleurs, Fana Lamang appelle les citoyens à prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement. Fana Lamang exploite 200 000 hectares de forêt. Cette société reboise également et fait partie des grandes entreprises de plantation d'arbres de l'océan Indien. Dans les actualités également, l'équipe de la direction en charge des relations culturelles et communautaires auprès de la présidence de la République a offert aujourd'hui du riz et des cadeaux aux enfants du centre Saint-Maurice à Avaradou. Ce centre accueille les enfants des femmes détenues à Antanmour. Toujours un reportage de Fanjasena Mireille et Yves Janel. 30 enfants sont pris en charge au centre Saint-Maurice à Avaradou. Depuis l'an 2000, ce centre accueille les enfants des femmes détenues à Antanmour. Dès le sévrage, les sœurs s'occupent de ces enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. L'équipe du DRCC, ou Direction en charge des relations culturelles et communautaires auprès de la présidence de la République, avec la collaboration avec l'association Mère-Enfant, est venue remettre une tonne de riz ainsi que des friandises aux enfants de ce centre aujourd'hui. La DRCC, auprès de la présidence de la République, continuera de veiller sur les personnes vulnérables selon leurs explications. Et puis les enfants autistes, leurs parents ainsi que le centre d'éducation pour les autistes à Mazouari-Vontirabé ont reçu des équipements de la part de l'association Autisme Madagascar mercredi dernier. Ces enfants ont le droit de vivre et d'être éduqués comme tout enfant malgré leurs particularités. Détail avec notre correspondant Jameson Rajanarman de Viva Intirabé. L'autisme n'est pas une maladie, souligne un parent d'un enfant autiste. C'est un caractère naturel. Ces enfants ont ainsi le droit de vivre comme toute autre personne. Par ailleurs, les personnes en charge d'eux ont aussi besoin de support et d'aide dans l'éducation de ces enfants. Raison pour laquelle l'association Autisme Madagascar a fait un don ce mercredi en collaboration avec des partenaires étrangers pour les enfants autistes. Leurs parents et le centre d'éducation pour les autistes à Mazouari-Vontirabé, selon Boulatine Raveloarmis, présidente de l'association Autisme Madagascar. Un enfant sur 86 est autiste à Madagascar et seulement 5% d'entre eux sont scolarisés. Or, ces enfants sont de nature intelligente. L'association Autisme Madagascar est déjà en train de plaidoyer pour leurs droits et leur protection. Et puis 2 cambrioleurs qui terrorisaient la population d'Ambouy-Malaz, district d'Avaradjan, ont été arrêtés dans un taxi B juste après avoir commis leur forfait. Ces cambrioleurs avaient l'intention de ramener leur butin en ville, mais grâce à des informations reçues par les gendarmes, ils n'ont pas pu aller loin. Antonienne Martina. Les cambriolages sont fréquents à Ambouy-Malaz, dans le district d'Avaradjan. C'est notamment le cas d'une maison située à Mbatoufoussé-Ambouy-Malaz, où les voleurs sont entrés par le garage. Quelques instants plus tard, la gendarmerie d'Anzev a reçu un appel faisant état de la présence de 2 hommes suspects dans la zone. Grâce à l'entraide avec la population, les cambrioleurs ont été appréhendés dans un taxi B alors qu'ils étaient sur le point d'aller en ville avec leur butin. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue selon les informations reçues auprès de la gendarmerie d'Anzevagar. Les gendarmes appellent à la coopération de tout citoyen et d'appeler ces numéros en cas de fait suspect.
Dans un tout autre sujet, le CHRD Betaf a organisé de mercredi à ce vendredi des journées portes ouvertes. Divers soins et analyses médicaux ont été offerts gratuitement durant ces 3 jours afin d'atteindre le Vélran numéro 5 du président de la République. Le directeur régional de la santé publique dans la région Vaknagarach a fait part des soins gratuits que les locaux peuvent bénéficier auprès des CSB et des hôpitaux. Toujours un reportage de Jameson Rajanarman de Viva Antirabé. La CHRD Betaf a organisé cette semaine une journée porte ouverte pendant 3 jours dans le cadre du Vélran du président de la République Santé pour tous sans exception. Toutes les consultations médicales, notamment le dépistage du diabète et du sida et les prises de tension artérielle, ont été gratuites. Les dons de sang, les sensibilisations sur les méthodes de contraception, les services de dentisterie ont été également effectués sur les lieux. Le directeur régional de la santé publique de la région Vaknagarach, le docteur Rakutunanjasana Irnien, a expliqué lors de cet événement tous les soins médicaux dont les habitants peuvent bénéficier. Les matériels, les médicaments ainsi que les personnels pour la prise en main au sein du CHRD Betaf sont amplement suffisants selon les explications. Toujours dans ce contexte, la plupart des agents de santé du district de Tuamasna 2 utilisent des téléphones portables comme CARE avec les informations nécessaires pour pouvoir dispenser d'un traitement. Ce téléphone mobile est gratuit pour ceux qui se présentent au centre de santé le plus proche pour effectuer les premiers soins selon les instructions qui y figurent. Indiniana Martina, Barnienne de Nilsson. Elisabeth est l'une des agents de santé aux multiples facettes au Fuktan et Mbouimaren, district de Mahavel, Full-Pointe. Elle a reçu une formation spéciale, notamment dans l'utilisation des téléphones de Comcare. Le village d'Ambouimaren est situé à 18 km du CSB de Full-Pointe. Les agents de santé sont obligés de faire de longues distances pour atteindre le CSB pour apporter les faits depuis le terrain. Le problème est maintenant résolu, soutient Elisabeth. En plus des téléphones portables haut de gamme qui ont déjà l'application, les agents de santé ont également reçu de quoi les alimenter et pouvoir ainsi envoyer les rapports. Grâce à la coopération du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et USAID Access, les agents de santé ont reçu ces téléphones comme CARE. Ils sont déjà plus de 1100 à avoir été formés dans la région de Latsnanan et d'Analanzrouf. Les problèmes financiers, le manque d'expérience et de diplômes appropriés sont les problèmes majeurs qui empêchent les jeunes d'intégrer le domaine de l'entrepreneuriat dans notre pays. Afin de les aider, le sommet Youth Connect Africa 2022 s'est tenu au Kigali, au Rwanda, du 13 au 15 octobre dernier. Des jeunes malgaches y ont participé à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'objectif étant l'échange d'expériences entre les jeunes entrepreneurs. 42% des jeunes ont des difficultés financières selon le rapport du PNUD. Afin d'aider la majorité des jeunes à entrer dans le secteur des affaires, des représentants malgaches, lors de leur discours durant le sommet des jeunes entrepreneurs qui s'est tenu à Kigali au Rwanda du 13 au 15 octobre dernier, ont présenté un projet dans le but de faciliter l'entrée de ces jeunes, en particulier dans les zones rurales, dans le monde des affaires. Ce projet sera mis en œuvre dans notre pays et des formations seront octroyées. Les jeunes issus des 23 régions sont invités à y participer. Par ailleurs, 9000 jeunes ont participé à cette 5e rencontre annuelle des jeunes entrepreneurs sous le thème « Accélérer les investissements dans la jeunesse, jeunesse résiliente, Afrique résiliente ». Dans la page culturelle, Fénérivest a de fortes potentialités touristiques, mais peu de gens y séjournent. Pour relancer le tourisme, le ministère de tutelle fait la promotion des 23 régions, raison pour laquelle il parrainera la 2e édition du festival Tulpanjan, qui aura lieu à Fénérivest en décembre prochain. Détails sur les images de Yves Janel. Fénérivest est située à 100 km au nord de Tuamasin. Cependant, cette ville n'est qu'un passage pour certains. Or, on y trouve de nombreux atouts touristiques, dont une piscine chauffée naturelle, un parc national et un fort qui ne sont pas exploités, se désole le président de l'association Ziro.
Le premier obstacle qui empêche les gens de venir dans la région est la dégradation des routes. Néanmoins, la réhabilitation est prévue par le gouvernement pour bientôt, toujours selon le président de l'association. L'une des stratégies du ministère du Tourisme pour la relance du tourisme consiste désormais à promouvoir le tourisme dans les 23 régions. De plus, on peut également faire du tourisme d'affaires dans la région d'Analandsruf, explique le directeur de cabinet du ministère, Diana Rasouanev. C'est pour cette raison que le ministère parrainera le festival Tulpanjan, dont la deuxième édition se tiendra du 2 au 4 décembre. En plus de promouvoir le tourisme, différentes animations culturelles pour mettre en valeur la culture Betsimsarg et divers événements sportifs seront également mis en avant à cette occasion. Dans les actualités internationales, alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans le sud de l'Ukraine, les envoyés spéciaux de France 24 se sont rendus dans la région de Kherson, dans le village de Mikhailivka, repris aux troupes russes début octobre. Ils y ont rencontré des habitants qui leur ont fait le récit de 7 mois de solidarité et de débrouillardise pendant l'occupation. France 24. Juste derrière moi, derrière le fleuve Dniepr, les territoires occupés par la Russie à 4 km à vol d'oiseau à peine. Et nous nous trouvons ici à Mikhailivka, un tout petit village pris par l'armée russe au tout début de l'invasion et repris par les troupes ukrainiennes le 2 octobre dernier. Dans cette paisible commune épargnée par les bombes pendant 7 mois, difficile de se figurer les stigmates de la guerre. Une semaine après la libération, pourtant, un missile russe s'est abattu sur le jardin de l'école. Aucune victime, mais toutes les fenêtres ont explosé. Pas de quoi impressionner le directeur qui aide lui-même à réparer les dégâts. Tout le monde s'active, certains mettent leur véhicule à disposition, chacun fait ce qu'il peut. On élimine une par une les conséquences de cette attaque de missile. Aujourd'hui, comme pendant l'occupation, les habitants s'entraident. Marina est infirmière à domicile depuis plus de 20 ans. Elle aurait pu quitter le village en mars dernier. Mais elle est restée pour soigner les villageois immobilisés, comme cet homme souffrant d'un ulcère, ou simplement pour apporter un soutien moral aux habitants. Entre 40 et 50 personnes par jour, peu importe leurs problèmes. Certains ont des névroses, certains ont de l'hypertension. Vous savez, il y a aussi des gens seuls, sans enfants, ayant perdu leur femme ou leur mari, qui viennent juste me voir. Pendant l'occupation, Valentina aussi a souhaité se rendre utile. Elle nous amène dans une petite fabrique fermée depuis 10 ans, qu'elle a refait fonctionner pour une occasion toute particulière. Avec d'autres habitants, cette ancienne boulangère s'est remise à faire du pain, mais aussi des pâtes, alors que le village avait des difficultés à s'approvisionner. Remise en état des machines, farine fournie par des paysans. Un système D pour une vente à prix coûtant. L'unique récompense, la gratitude des habitants. On est arrivé un matin et un petit mot écrit par les villageois nous attendait sur la porte. On peut notamment y lire « Merci pour le pain quotidien en cette période difficile ». La dernière fournée date du début du mois, à l'arrivée des troupes ukrainiennes. Depuis, Valentina a raccroché son tablier, tandis que le drapeau bleu et jaune, lui, flotte à nouveau sur Mikhailivka. Et face aux pénuries de carburant, certains Français commencent à annuler leurs vacances de Toussaint au risque de remettre en cause la très belle arrière-saison espérée par le secteur tourisme. France 24. 48 heures du début des vacances, l'heure est au dernier préparatif. Sur les 2 hébergements fraîchement rénovés par Annick et Didier Pasquale, seul celui-ci sera occupé pendant ses congés. Inflation, difficulté à trouver de l'essence, les gîtes ariégeois connaissent une baisse de fréquentation de 15% par rapport à l'an dernier. Autre tendance, face à l'incertitude, les vacanciers réservent de plus en plus tard. Ils ne réservent pas énormément de temps en fait, à l'avance, quoi. Ça peut être à peu près 15 jours, en règle générale 15 jours, 3 semaines maxi. Les chiffres ne sont pas définitifs, mais le secteur de l'hôtellerie en Occitanie prévoit une baisse de 25 à 30% des réservations par rapport à l'an dernier. Dans les rues d'Albi aussi, la peur de la panne sèche a refroidi certains touristes. La cité épiscopale est plus calme que d'habitude. Et depuis plusieurs jours, cet hôtelier reçoit des appels de clients inquiets.
Alors on a quelques annulations, mais on a surtout des personnes qui sont inquiètes et qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent se ravitailler en essence, si les stations du Tarn sont approvisionnées. Les professionnels du tourisme misent sur les vacanciers de proximité et les réservations de dernière minute pour sauver les vacances de la Toussaint. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que les dirigeants des 27 s'étaient mis d'accord pour définir ensemble des mesures visant à endiguer les prix élevés de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Mais la feuille de route reste à décliner et de nombreux points restent à trancher. France 24. L'heure est assez avancée, mais malgré tout, on doutait encore, vous l'avez dit il y a quelques heures, que les dirigeants parviendraient à un accord, ou en tout cas à au moins conclure ces discussions sur l'énergie, tant les divisions étaient profondes entre les 27 sur ces questions, sans compter bien sûr le contexte de tension particulier actuel entre Berlin et Paris. Mais c'est justement important de souligner la formulation utilisée par Charles Michel, le président du Conseil européen, lorsqu'il a annoncé cet accord. Il dit que les 27 se sont accordés pour travailler sur des mesures visant à contenir les prix de l'énergie pour les foyers et pour les entreprises. C'est finalement une formule assez alambiquée et qui reflète toutes les difficultés dans la discussion sur l'énergie entre les 27. Alors, avant le début de ce sommet, aujourd'hui à Bruxelles, des chefs d'État avaient souligné l'importance d'envoyer un message clair. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, avait prévenu que si les dirigeants n'envoyaient pas un signal politique clair selon lequel nous ne tolérons plus les prix élevés du gaz, ce sera l'échec de l'Europe. La question reste de savoir si ce signal sera suffisant. Les 27 ont discuté, vous le savez, des achats communs de gaz, mais aussi de règles de solidarité au niveau européen en cas de pénurie. Ça faisait partie des propositions de la Commission européenne les plus consensuelles, propositions, vous le savez, faites mardi par l'institution. Ce qui posait le plus de problèmes, c'est la question d'un plafonnement des prix du gaz. Ce qu'avait proposé la Commission européenne mardi, c'est de réformer l'indice TTF, qui est une référence pour les échanges gaziers en Europe, mais qui est basé sur le gaz importé par gazoduc. L'exécutif européen propose de créer d'ici le printemps prochain un indice complémentaire qui prendrait en compte les importations croissantes de gaz naturel liquéfié. Mais d'ici là, comme mesure d'urgence pour faire baisser les prix, la Commission suggérait de mettre en place un mécanisme pour encadrer les prix, mais avec un plafond dynamique, c'est-à-dire qui varie en fonction des prix dans le reste du monde. Alors les 27 s'engagent cette nuit à travailler à deux types de plafonnement du prix du gaz. On n'est pas encore à l'extension du modèle ibérique, voulu notamment par la France et plusieurs autres pays européens. Modèle ibérique qui plafonne le prix du gaz, qui sert à produire de l'électricité. C'est un modèle donc qui est déjà en place en Espagne et au Portugal. Mais les ministres de l'énergie qui se réunissent dès mardi vont avoir encore beaucoup de travail sur ces questions énergétiques et notamment sur la question de limiter les prix de l'énergie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude Ndjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.